Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir pour ce temps de retour d'expérience par rapport à ma participation à la COP26. Du coup, donc, je vais me présenter. Donc, je suis Juliette Le Sueur, je suis ambassadrice Église Verte depuis une petite année maintenant, enfin depuis le début des ambassadeurs. Je fais aussi partie de l'équipe diocésaine Écologie intégrale pour le diocèse de Grenoble-Vienne. Voilà, et pour que vous compreniez un petit peu d'où je viens, moi j'ai l'habitude de dire que je suis née écolo et que je me suis convertie adulte. En fait, je suis baptisée depuis un petit peu moins de 20 ans. Ça sera mon 20e anniversaire l'année prochaine. Et dans la vie, je travaille dans le social et je travaille aussi en tant que fresqueuse professionnelle pour la fresque du climat. Ça, c'est une activité qui est toute débutante. Voilà, donc pour rentrer dans le vif du sujet, je... il était prévu que j'aille à la COP depuis un petit moment avec la fresque du climat, justement. Et puis en fait, Église Verte m'a demandé si je pouvais aussi représenter Église Verte à la COP. Et donc, j'ai accepté vraiment avec grande joie et beaucoup de curiosité et beaucoup d'entrain. Et, euh, et donc, voilà, donc une COP, ça a lieu tous les ans depuis 27 ans. Alors, celle-là, c'était la COP 26, mais parce que l'année dernière, à cause du Covid, elle a été reportée. Mais donc, voilà, ça a lieu chaque année. COP, c'est Conference of the Parties. Euh, c'est organisé par les Nations Unies et viennent à la COP les pays qui ont envie de rentrer dans les accords internationaux euh, concernant le climat. Une COP concerne uniquement le climat. Voilà, il y a d'autres COP qui ne sont pas des COP, qui sont pas appelées comme ça, qui concernent la biodiversité et puis d'autres sujets qui sont aussi organisés par les Nations Unies. Mais là, on n'a vraiment parlé que de climat. Euh, la particularité des accords signés pendant les COP aussi, c'est que c'est des accords qui n'ont aucun caractère obligatoire. En fait, c'est on se réunit, on négocie, mais en fait, personne n'est obligé de mettre en pratique les accords signés. Donc, on l'a bien vu avec les accords de Paris en 2015, où c'était du coup, tout le monde était très content parce que c'était des accords qui étaient très ambitieux avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'équivalent CO2 à, à- à un résultat à 1,5 degré, voire 2 degrés de réchauffement global sur toute la planète. Et en fait, depuis 2015, il y a très peu de pays, enfin, je ne sais même pas s'il y a des pays qui ont réussi à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc avant d'aller plus loin, juste pour vous préciser, moi, je n'étais pas dans la zone des négociations qu'on appelle la zone bleue, puisque donc pour aller en zone bleue, il faut demander un badge très longtemps à l'avance. Là, par exemple, c'est déjà trop tard pour demander des badges pour la COP de l'année prochaine. Il fallait faire la demande avant le 31 août 2021 pour la COP 2022. Donc, c'est néanmoins peut-être une idée à creuser de demander, demander un badge et une accréditation comme ONG observateur des négociations. Parce que donc je vous en parlerai après. En fait, j'ai vu qu'il se passait des choses très intéressantes, notamment avec les chrétiens dans la zone bleue. Donc, moi, ce matin, je ne vais pas pouvoir vous parler de ce qui s'est dit, de comment ça s'est fait, quelle était l'ambiance là-bas, puisque, en fait, moi, j'étais plutôt dans le off. Et le off, c'était juste extraordinaire, tout ce qui s'y est passé. Donc, par rapport à la zone bleue, juste, je peux vous dire ce que j'en ai vu. Moi, j'ai vu, je vais vous montrer une petite photo. Je suis arrivée un matin, le premier matin, je suis passée devant la zone bleue et il y avait des militants du Zimbabwe qui étaient là et qui criaient leur désespoir. Là, du coup, pour vous donner, donc moi, je suis arrivée et donc ils criaient leur désespoir.
moi, ça m'a fait de la peine. Je me suis dit: «Waouh!» enfin, ça m'a vraiment touchée émotionnellement et donc je les ai pris en photo, j'ai fait une petite vidéo, voilà, il y avait un monsieur qui criait dans son porte-voix, et donc ce qu'il réclamait, c'était, l'arrêt des sanctions, financières. Et donc, dans le groupe dans lequel j'étais, il y avait une fille du Zimbabwe et donc je lui ai demandé qu'est-ce que c'était que ces sanctions financières parce que moi je connaissais pas et donc elle m'a expliqué et donc je lui ai raconté ça et elle m'a dit: «Ah oui, mais je vois bien qui c'est. Ce sont des militants, pro, qui sont venus là avec le président actuel du Zimbabwe qui est corrompu, à souhait» et elle me dit en fait, donc elle m'a expliqué que les sanctions, financières, en fait, c'était pas ça qui créait des problèmes au Zimbabwe, mais c'était bien la corruption et voilà, donc il y a des petites choses, comme ça. Il y a les militants de Youngo. Youngo, c'est un organisme, des Nations unies qui rassemble des jeunes militants du monde entier et donc ils se réunissent avant la COP pour la COI et et donc là, ils ont beaucoup travaillé, ils ont travaillé depuis 1 an, en fait. Ils travaillent en ligne, ils sont plutôt bien organisés, et ils bossent vraiment très bien. C'est des jeunes vraiment engagés et donc là, ils ont écrit un manifeste et donc ils ont eu un rendez-vous pour aller apporter le manifeste aux négociateurs. Donc, il y a eu, une petite conférence, ils ont fait des photos avec le manifeste, tout ça et donc après quand ils sont sortis, il y a une des jeunes qui a vu le manifeste dans la poubelle. Voilà, donc ça c'est, ce genre de petites choses-là qui peuvent arriver. Hem, Après, voilà, il y a aussi des choses qui sont ambitieuses et qui sont positives. Donc, là, c'est la photo que je vous montre, en fait, c'est le panneau ça, c'était dans une église dans le centre-ville. Tous les jours, il y avait, un temps de prière pour la COP, pour les négociations. Voilà, donc je ne sais pas si vous lisez l'anglais et là, on ne voit pas hyper bien voilà, on voit un peu mieux sur celui-là. Hem voilà, mais bon, il y a quand même des accords ambitieux qui ont été passés, notamment l'accord sur les forêts, l'accord sur la réduction de 30 de méthane. Heu, voilà, enfin ça, ce sont que des petits exemples, mais heu, voilà, donc il y a quand même des choses très positives et puis, il y a aussi des choses, moins sympathiques. Ce qui est quand même ressorti de façon assez flagrante, au niveau de la zone bleue, c'est que tout le monde réclame la justice climatique. Donc une justice climatique, c'est pas que, une réduction de gaz à effet de serre, c'est vraiment de prendre en compte tous les acteurs, de la justice climatique, donc les gens, les terres, l'économie, et cetera, et cetera. Et il y a vraiment eu un cri des peuples indigènes. Hem, alors comme c'était ma première COP, je ne suis pas en capacité de dire si ce cri des peuples indigènes, il est là à chaque fois ou s'il était particulièrement présent là. En tout cas, moi, je l'ai trouvé particulièrement présent et ce qui ressortait beaucoup, c'était blablabla, blablabla. Les peuples indigènes ne sont pas écoutés. Hem, voilà, moi j'ai assisté à une conférence, en zone verte. Donc la zone verte, c'est un grand lieu de greenwashing. Donc bon, j'imagine que tout le monde est à l'aise avec la notion de greenwashing, hein, donc c'est le fait de faire de la pub écolo, et de se donner bonne conscience. La zone verte, donc c'est comme un parc des expositions et donc là, on tient un stand et donc on postule, on candidate pour avoir un stand et en fait, les gens qui ont des stands, c'est, Microsoft, c'est des constructeurs de voitures, c'est des constructeurs de casques de réalité virtuelle et donc voilà, donc c'est hyper décevant cette zone verte. Par contre, les conférences, qui sont organisées en zone verte sont de très grande qualité. Donc voilà, donc moi j'ai assisté à une conférence, ce qui était, donné par des personnes de la Finlande et notamment il y avait
un membre du Parlement il y a un petit parlement indépendant dans le nord de la Finlande et en fait, je me suis sentie un peu mal, un peu l'européenne blanche de pays riches, là. Donc, en fait, j'ai découvert qu'en Europe, il y avait des peuples indigènes et qu'en fait, ils souffrent énormément de la colonisation et de la surextraction, puisque du coup, il y a beaucoup de mines dans le nord de la Finlande et qu'en fait, ils sont en train de perdre toute leur culture, tout leur savoir-faire et en fait, ils sont en train de perdre leur territoire aussi parce que leur façon de vivre est, est vraiment dépendante du climat. Donc, d'ici quelques temps, il y aura, enfin, il y aura plus de possibilités de vivre selon leur façon de vivre. Et c'était vraiment remuant de voir et d'entendre ces personnes-là parler, d'entendre ce qu'elles disaient et d'entendre leur désespoir, d'entendre qu'ils étaient en zone bleue, qu'ils faisaient partie des négociations, mais que en fait, ils n'étaient pas vraiment entendus, quoi. Donc, euh, Donc voilà, ce que je peux dire, c'est que accord ou pas accord, de toute façon, en fait, moi j'ai l'impression que la balle, elle est quand même dans notre camp. Enfin, en tout cas, on a quand même un grand rôle à jouer parce que même s'il y avait eu des accords hyper ambitieux, il y a quand même des accords qui sont ambitieux, hein. Tout n'est pas ambitieux, mais il y a quand même des bonnes choses dans ces accords. Euh, En fait, concrètement, les gens qui ont les mains dans le cambouis et qui mettent la main à la pâte, c'est nous. Donc, ce n'est pas les décideurs, eux, ils font des lois et ils essayent de faire en sorte qu'elles soient appliquées. Mais on voit bien que c'est très compliqué. Même une loi chez nous, c'est compliqué à ce qu'elle soit appliquée. Donc, concrètement, si nous, on ne se met pas en action, si on ne fait pas attention à comment est-ce qu'on utilise notre carte bancaire, notre bulletin de vote et dans quoi est-ce qu'on s'engage, nous, en tant que citoyens et en tant que citoyens chrétiens, euh, et ben, en fait, on pourra continuer d'attendre et toujours continuer de dire, bah oui, mais tant que l'autre ne fait pas, moi, je ne fais pas. Mais en fait, on voit bien que nécessité fait loi. Ça, on l'a vu avec le Covid. C'est pas la peine d'en reparler. En fait, quand on veut, on peut. Et puis, attendez, j'ai pris trois petites notes. Je m'inspire de ce qu'a dit Andy Atkins, qui est le président de Arosha au Royaume-Uni. On a eu une veillée de prière et en fait, il nous a dit notre, notre rôle, nous, de chrétiens, est-ce que c'est pas de faire ces petits pas et de montrer un chemin d'espérance parce que bah, on a cette particularité-là. Euh, voilà, est-ce que c'est pas d'être là sans relâche, de continuer d'interpeller avec nos valeurs chrétiennes et de montrer l'espérance, l'espoir et que en fait rien n'est fichu jusqu'au bout. Voilà. Alors, je vous ai mis quelques petites photos de greenwashing. Alors, si vous avez... alors, donc ça, voilà, il y avait quand même pas mal de manifs de tous organismes. Donc ça, c'est une photo des féministes, mais il y avait de tout. Alors, notamment dans les choses que j'ai vues, donc ça, j'ai pas fait de photo, mais il y a une journée où il y a eu une grosse manifestation de Extinction Rebellion et ben, il y avait plusieurs personnes avec des cols romains dans la manifestation. Voilà, j'ai pu discuter un petit peu avec eux en demandant bah, voilà, comment c'était cette manifestation. Ils étaient super contents, ils étaient pleins de pluie, bonne ambiance, c'était super et ils étaient hyper heureux d'être là et de montrer voilà, qu'ils n'étaient pas d'accord aussi. Voilà, donc ça, c'était une soirée œcuménique
Voilà, donc il y a là des catholiques, des protestants, des gens de tout pays. Il y a eu pas mal de choses. Enfin, il y a eu surtout des soirées œcuméniques, ce qui était très, très beau et très fort, c'est qu'en fait, il y avait vraiment pas de il y avait aucune petite guéguerre de clocher: «Nous, on fait comme ci et vous, vous faites comme ça». C'était vraiment, on a tous une volonté, commune, c'est la sauvegarde de la maison commune et on va tous dans le même sens et du coup, pour ça, c'était vraiment très, très beau. Il y avait une unité, spirituelle, avec, tous les mouvements de foi, qui étaient là et ça, c'était vraiment très, très beau. Voilà, alors un petit peu de greenwashing, donc bon ça c'était la pub officielle de l'ONU, mais voilà donc ça c'est dans la green zone, donc voilà, on fait des belles choses avec des plantes, pour montrer qu'on est un peu vert. Ça alors je ne sais pas si vous parlez anglais, hein, je suis désolée, j'ai même pas mis de sous-titres, j'ai pas traduit, mais voilà, donc ça, c'est l'équivalent de la SNCF voilà, qui dit bah, allez, on y va, on décarbonise d'ici 2035. Rejoignez-nous pour ce trajet. Voilà, ça, c'est un triporteur. Donc, voilà, toutes les minutes, 41 personnes perdent leur maison à cause de la crise climatique. Agissons maintenant. Euh, voilà, ça, je ne sais plus ce que c'est, mais voilà, ensemble, on va rendre Glasgow plus vert. Voilà, alors ça, c'est Patagonia quand même qui dit on est tous foutus, ne nous dites pas qu'on peut imaginer une planète un peu mieux parce que on sait qu'à la fin de la journée, c'est trop tard pour réparer la crise climatique, enfin, bon, blablabla. Donc, il y en a plein, plein, plein. Voilà. Ce groupe de personnes, en fait, fait partie du groupe CICOP. CICOP, c'est Christian Climate Observers Program. Donc, c'est un programme de formation pour les observateurs chrétiens. Donc, en fait, moi, j'ai été logée et j'ai rejoint ce groupe-là par, on va dire, le hasard, si le hasard existe. Mais voilà, enfin, j'étais en rate de logement et avec l'aide de Laura, j'ai pu être logée et rejoindre ce groupe-là. Alors, donc, eux avaient tous des badges, vous voyez, ils ont des badges autour du cou. Ils étaient tous observateurs dans la zone des négociations. Et donc, j'ai pu découvrir ce que c'était. Donc en fait, c'est un groupe c'est œcuménique, c'est chrétien. Il y a une équipe de 8-9 personnes qui gère ce programme, qui se réunit à partir du mois de mars, qui organise toute la logistique. Donc là, à partir du mois de mars, ils organisent la logistique en Égypte pour la prochaine COP. À partir du mois de juin, ils lancent des candidatures pour des jeunes chrétiens volontaires, activistes, militants, dans des organisations écolo, chrétiennes ou pas chrétiennes. Mais en tout cas, ceux qui postulent sont des chrétiens. Donc, jeunes, ça va jusqu'à 40 ans, hein. Donc, voilà, mais la plus jeune avait 20 ans. Et donc voilà, donc ils postulent, ils envoient des lettres de motivation, tout ça, donc ils sont sélectionnés et à partir du mois de septembre, ils sont formés avec des webinaires. Donc ils ont 5 webinaires, il y en a un, j'oublie toujours lequel c'est, mais un premier c'est pour comprendre qu'est-ce que c'est une COP et quelle est l'histoire des COP, qu'est-ce que c'est que d'être un observateur chrétien, qu'est-ce qu'on peut aller demander, etc. Ils ont un webinaire pour apprendre à faire leur plan de communication personnelle, puisque du coup, l'objectif, c'est quand même d'être visible au maximum. Un webinaire pour se rencontrer parce que donc ils partent pour une semaine. Donc comme une COP dure 2 semaines, bah, du coup il y a un groupe semaine 1, un autre groupe semaine 2. Et puis le dernier, je ne me souviens plus, j'ai pas noté. Ce qui est super, c'est que ce groupe, du coup, crée du lien, du réseau. Là, moi, du coup, j'ai fait du réseau vraiment à l'international. Voilà, j'ai 2 jeunes filles là
qui du coup participe à une soirée témoignage que je donne, qu'on m'a demandé de faire ce soir. Donc elles ne vont pas participer activement, mais en fait elles font une vidéo, elles envoient une vidéo. Chaque matin, il y a un enseignement avec le responsable du programme qui s'appelle Lowell Bliss, qui est un théologien américain, qui a écrit un bouquin notamment sur la théologie du changement climatique et la théologie de l'action climatique. Donc, c'est hyper intéressant comme approche. Pourquoi est-ce que je vous en parle? C'est parce qu'en fait, il nous a fait une proposition. Il a dit on n'a pas de Français dans notre groupe, mais on serait vraiment ouvert à ce qu'il y ait un groupe de Français qui partent avec nous. Donc voilà, donc la porte est ouverte et je ne l'ai pas mis donc dans l'email que je t'ai envoyé, Juliette, avec la liste de tous les outils, mais il y a un site internet, CICOP, et je pense que ça, c'est un outil, en tout cas, à réfléchir sérieusement. Voilà, savoir est-ce qu'on saisit cette invitation ou pas. Voilà. Ok. Juliette, il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les outils que tu as découverts? Ouais. Il reste 4 minutes. Oula. Alors, les outils, il y a la fresque du climat. Voilà, donc pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, la fresque du climat, c'est un jeu sérieux qui dure 3 heures. Un autre atelier qui est très complémentaire de la fresque du climat qui s'appelle 2 tonnes, où là, on est vraiment dans du passage à l'action. Et donc, vous voyez, au fond, il y a un écran. En fait, il y a un logiciel qui a été développé. Et donc, c'est vraiment un simulateur. Et donc, à la fin du jeu, on arrive à voir, en ayant pris des actions concrètes qui sont proposées, donc sur les cartes qui sont sur la table, on arrive à voir vraiment quel est l'impact réel sur les réductions d'émissions de CO2. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. C'est aussi 3 heures. C'est sur le même principe qu'une fresque du climat. Il y a un autre... alors après, j'ai plus de photos. Il y a un autre outil qui s'appelle le travail qui relie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Joanna Massey, qui est une psychologue américaine, qui propose un travail sur ses émotions, sur remettre du lien. C'est un travail hyper spirituel. C'est vraiment extraordinaire ce qu'elle propose. Donc, ça va de 1 à 5 jours. Et donc, les 5 thèmes abordés, c'est la gratitude. Donc, on va pratiquer la gratitude, on va honorer sa peine. Ensuite, on va changer de regard. Après, on va aller de l'avant et on va aller vers une reconnexion à soi pour aller vers une reconnexion aux autres et à la nature. Et donc, ça se fait en groupe. C'est assez répandu maintenant et c'est vraiment, vraiment très intéressant parce que tous les thèmes qu'on aborde là amènent quand même beaucoup d'éco-anxiété. Et l'éco-anxiété, elle vient vraiment toucher nos propres angoisses. Et en fait, le fait de travailler sur ses propres angoisses nous permet d'être moins éco-anxieux et du coup d'être plus dans l'action et d'être un meilleur témoin, en fait. Enfin, un témoin plus positif, en tout cas. Donc, un autre outil qui est sur un site internet qui s'appelle 360carbone.org. Ça, c'est un outil de calcul d'empreinte carbone pour les paroisses. C'est un outil qui est développé par une association anglaise qui fait partie de Arosha, qui s'appelle Climate Steward. C'est tout à fait envisageable de l'utiliser pour des paroisses en France. Il faut juste garder en tête qu'en France, l'électricité est un peu moins carbonée qu'en Angleterre. Du coup, le résultat est un petit peu élevé par rapport à notre réalité, mais c'est quand même un très bon outil. Pour l'instant, c'est un outil qu'ils n'ont pas prévu de traduire en français, mais ils n'y sont pas fermés. Si jamais, en fait, nous, voilà, on dit que ça nous intéresse et qu'on veut pouvoir proposer ça dans les paroisses, voilà, il y a
la porte est entrouverte, il suffit de l'ouvrir, je pense. Voilà. Après, il y a toutes les fresques amies, donc ça marche plutôt bien en paroisse. Donc c'est la biodiversité, la fresque du numérique, il y a une fresque océane, il y a une fresque de la construction. Alors la construction, elle est vraiment pour les professionnels, donc, mais elle est très intéressante aussi. Il y en a une cinquantaine en fait de fresques amies. Il y a une fresque des nouveaux récits, il paraît qu'elle est super, je l'ai encore jamais essayée. Il y a dans la série Travail sur les émotions et sur l'éco-anxiété, il y a l'association Fertile en France qui propose une formation sur 5 jours qui s'appelle la PACO. C'est une formation sur la posture coopérante. Et donc ça, c'est pareil, ça rejoint, enfin, c'est pas que ça rejoint le travail qui relie, c'est complémentaire. Là, on va être sur quelque chose plutôt de personnel et c'est vraiment sur des outils de conversion personnelle qui ne sont pas forcément des outils chrétiens, mais moi, je les trouve extrêmement spirituels et très, très inspirés. Et je trouve que c'est bien de s'en saisir. Et donc, un dernier outil qui peut être utilisé aussi, c'est une Deep Time Walk, c'est la marche du temps profond ou des temps profonds. Et en fait, c'est une marche qui dure 3 heures aussi, je crois. Et donc, c'est 4,3 km de balade. Et en fait, on raconte les 4 300 000 ans de la création de la Terre. Donc, il y a un support pédagogique qui va avec. Il y a des animateurs qui sont formés pour raconter et animer cette marche, mais on peut aussi télécharger l'outil sur Internet et voilà, et s'entraîner un peu en famille et puis proposer ça dans un groupe, soit dans un groupe d'amis, soit dans un groupe paroissial. Voilà. Alors, la Deep Time Walk, elle peut paraître un peu plus perchée, mais enfin, moi, j'ai tendance à dire qu'on peut y mettre ce qu'on a envie d'y mettre. En tout cas, c'est une approche qui est intéressante. Donc, effectivement, j'ai rencontré d'autres labels et donc, notamment, j'ai rencontré le label Éco-Synagogue. Alors, ils n'ont pas été en capacité de me dire s'il y avait un équivalent en France. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai rien trouvé. Donc, je sais pas. Enfin, voilà, ils n'avaient pas l'air très connectés entre eux, mais donc j'ai récupéré l'éco-diagnostic. Donc, bon, en gros, on a tous un peu les mêmes éco-diagnostics. Je pense qu'on s'est tous un peu nourris les uns les autres. Leur particularité, en fait, c'est que le premier bloc de l'éco-diagnostic, en fait, c'est le management. Et donc, ils se sont dit que ça fonctionnerait. Éco-synagogue, le label, tout ça, ça fonctionnerait si les rabbins étaient formés. Donc, ils ont mis l'accent sur le management. Et on s'est rencontrés brièvement, c'était sur un stand dans la zone verte. On a échangé nos adresses e-mail. Moi, j'ai envie d'aller plus loin avec eux pour leur demander un peu plus précisément quel type de formation ils ont imaginé et mis en place pour leurs rabbins. Et comment est-ce qu'ils ont travaillé à ça. Les personnes, enfin le rabbin avec lequel j'ai discuté qui était vraiment le plus enthousiaste pour ça, en fait, j'ai su après que c'était le grand chef de tous les rabbins en Angleterre. Voilà, donc je ne sais pas comment c'est avec les nôtres de grands chefs, s'ils ont cette conscience-là, mais en tout cas, je pense qu'il y a une clé là. Il y a une clé, une clé de formation continue. Je ne sais pas du tout comment ça se passe, la formation continue des pasteurs, des prêtres, des différents ministres. Mais en même temps, c'est ce qu'on fait. Hein. Nous, en tant qu'ambassadeurs Église verte, en fait, on fait de la formation continue. Là, moi, ce que je fais, tout ce que je suis allée faire, moi, j'accueille ça comme de la formation continue. Et voilà ce que je peux vous dire sur Éco-Synagogue. Merci Juliette. On va prendre les questions de la salle. Oui. Qui sont les observateurs chrétiens? Comment se sont-ils retrouvés là? D'où viennent-ils? Le groupe d'observateurs chrétiens ou
tous les observateurs. Le groupe. Le CICOP. CICOP. CICOP, comment, c'était quoi leur profil, d'où ils venaient Et ben, d'un peu partout. Donc, les jeunes, il y avait Californie, Argentine, plusieurs pays d'Afrique, Philippines, des Anglais, évidemment, des Irlandais, des Canadiens. En fait, le programme CICOP, il est financé, enfin, et soutenu par plusieurs organismes. Je vais essayer. Et donc, en fait, le recrutement se fait, Du dans coup, vos le observateurs, se recrutement, fait via ces organismes exactement, qui sont exactement. des militants, etc. Ok. Voilà. En fait, ce programme CICOP, il est soutenu par beaucoup d'organismes chrétiens. Du coup, le recrutement, il se fait via ce réseau-là. Et c'est un gros réseau. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'étudiants, mais il y a aussi des jeunes pros, hein, pas mal. Il y avait un jeune qui était là, je pense qu'il avait 33 ans, quelque chose comme ça. Enfin, il avait une petite trentaine. Et donc, lui, c'était le responsable écologie de son diocèse aux États-Unis. Et voilà, il était là comme observateur et il était marrant parce qu'il il avait une pêche d'enfer et il était debout très tôt et il se couchait très tard et voilà, il allait de meeting en meeting. Alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est que maintenant, ce groupe CICOP, il commence quand même à avoir une petite notoriété et donc, les jeunes, ils sont accompagnés, ils sont formés. Ils ne les laissent pas tout seuls et puis ils les aident à avoir des entretiens. Là, ils ont eu un entretien avec Al Gore. Ils ont réussi à avoir plusieurs entretiens avec des sénateurs, donc notamment des sénateurs américains. Voilà, donc c'est bien. Enfin, parce qu'ils ont des petits entretiens, enfin des entretiens en petits comités. Du coup, c'est quand même un peu plus fort qu'un grand meeting avec avec 3-4 questions, quoi. Et ce groupe est intéressé pour avoir des Français avec qui on se met en relation pour Avec l'OL en passant par moi, du coup, là, parce que pour l'instant, c'est moi qui ai c'est moi qui ai le contact. Et puis, je n'ai pas pris le temps non plus d'en discuter plus précisément avec Jean-François Mouot, mais je pense que Jean-François, il a aussi des infos par rapport à ça. Tu peux peut-être rappeler qui est Jean-François Mouot? Oui, alors Jean-François Mouot, il est responsable d'Arocha France. Et donc, Jean-François, il est venu à la COP. Donc, lui, il avait un badge Blue Zone. Et il est venu avec un groupe d'Arocha, de jeunes aussi, donc qui n'avaient pas de badge. Et voilà, mais je pense que Arocha va faire quelque chose parce que on a vécu des choses extraordinaires. Enfin, moi, j'ai passé du temps avec ce groupe d'Arocha, enfin un petit peu de temps. C'est hyper inspirant. Enfin, il y a moyen de faire des choses. Et là où c'est très, très inspirant, c'est que toute la partie off, en fait, il y a tellement de choses de bonne qualité et en fait, le monde se rencontre là que en fait, on s'inspire, on se soutient, on se motive les uns les autres. Et enfin, moi, c'est vrai que je suis pleine d'une énergie. J'ai vraiment envie d'être dans une vraie action, quoi, maintenant, après avoir vécu ça. Donc, c'est vrai que plus on peut être nombreux à vivre ça, plus on est efficace. Est-ce que toi, tu as eu des contacts avec les jeunes de Extension Rébellion ou Alternativa? Non, Alternativa, je les ai pas vus et XR, je les ai vus, ils étaient partout en fait. Et ils étaient juste extraordinaires, ils étaient extraordinaires d'action pacifique, ils étaient là, ils étaient présents. Voilà, ils étaient dans toutes les manifs, ils ont manifesté chaque jour. Et il y a des jours où ils se sont fait dégager un peu lourdement. Il y a d'autres jours où la police était hyper bienveillante et juste là avec eux. Et voilà, oui, j'ai été en lien avec justement une des filles du programme CICOP, là, une américaine.
Elle était avec Extinction Rebellion et voilà, je l'ai interviewée. Elle est tellement inspirante, cette jeune fille, tellement inspirante. Je pourrais vous en parler, mais on est peut-être un peu à court de temps. Est-ce que 2 tonnes, c'est la même chose que inventons nos vies bas carbone? Ah non, Inventons nos vies bas carbone, c'est un outil qui est statique. On a des cartes et on va jouer avec les cartes. On va les positionner, on va essayer. Et c'est un jeu qui peut se faire très rapidement. Moi, Inventons nos vies bas carbone, je l'utilise en débrief de fresques du climat. Il est visuel, il est percutant. On peut aussi l'utiliser en 3 heures. Moi, je ne l'ai jamais fait encore. Mais a priori, en 3 heures, c'est impactant et c'est percutant. Et voilà, et c'est un très chouette outil. 2 tonnes, pour bien faire 2 tonnes, en fait, on fait son empreinte carbone à la maison avant. Et on arrive avec sa propre empreinte carbone. Et du coup, on va travailler vraiment sur soi individuellement. Et donc, je pense qu'on arrive à la même conclusion avec 2 tonnes et Inventons nos vies bas carbone, sauf que 2 tonnes, on est vraiment sur sa propre consommation et ses propres façons de faire. Voilà, parce que des fois, on a l'impression qu'en fait, on est super bien. Moi, j'ai l'impression d'avoir vachement réduit, mais en fait, j'ai une empreinte numérique qui est énorme. Donc là, je traîne les pieds à recalculer mon empreinte carbone avec l'empreinte numérique parce qu'on fait de plus en plus de visio, enfin, voilà, tout est en ligne encore plus que quand j'avais fait mon empreinte carbone il y a 1 an ou 2. J'avais fait avant le confinement. Donc voilà, donc c'est différent. En fait, tous ces outils, ils se nourrissent les uns les autres. Hein. Est-ce que sur certaines photos, j'ai vu Lorna Gold, qui est une des administratrices du mouvement Laudato Si. Oui. Est-ce que tu as croisé ce mouvement, peut-être dans la grande marche climat où il y avait beaucoup de personnes confessionnelles? Oui. Alors oui, sauf que en fait, elle était débordée. Donc j'ai pas pu la voir. Je l'ai aperçue 2 fois. Voilà, on s'est présenté. Concrètement, en fait, j'ai eu du mal à rencontrer les catholiques quand même. Voilà, j'ai eu aucun souci à rencontrer des protestants. Voilà, bon, après, c'est l'Angleterre. Hein, mais en tout cas, le mouvement était là. J'ai assisté à une soirée qui était organisée par le New York Times, qui était une soirée Laudato Si, donc elle était là. Et il y avait, je vais vous donner son nom, un prêtre, monsieur Green du Vatican. Je mange son nom à chaque fois. Le père Josh Strom. Oui, c'est ça. Donc, il était là. Et puis, il y avait un réalisateur de film et un théologien. Et ce qui est vraiment ressorti de cette soirée Laudato Si, c'était marrant parce que il y avait d'un côté ce qui était fait avec les protestants où on était vraiment dans l'action, dans le témoignage, voilà. Et puis la soirée Laudato Si où on était plus dans quelque chose de spirituel, d'intérieur, de profond. Et je trouvais que ça se nourrissait tellement, ces 2 approches-là. Et donc, ce qui est ressorti de cette soirée Laudato Si, c'est qu'en fait, le storytelling, raconter des histoires, c'est ce que je fais maintenant. Hein. En fait, c'est bien, mais peut-être que ça ne touche pas et peut-être que ça ne sert à rien. Et en fait, on a besoin de vivre les choses. Et même si on n'est pas, il y a un exemple qui nous a été donné, même si on est chez soi, dans sa petite ville française, ben en fait, il y a des moyens pour vivre les choses. Et notamment, ce théologien-là a fait une célébration, un enterrement un peu atypique. En fait, il a choisi
une petite chapelle dans un lieu voilà, un peu reculé. Donc, il y a un documentaire qui a été tourné là-dessus, qui n'est pas encore en ligne, mais qui va être en ligne bientôt sur une plateforme qui est l'équivalent de Imago TV, qui s'appelle Waterbear, qui est une plateforme britannique. Et donc, en fait, il a lu les 130 noms des 130 espèces d'oiseaux, non, 130 espèces animales qui ont disparu de la planète depuis 10 ans. Et à chaque nom, il y avait un monsieur à côté qui sonnait la cloche. Et donc, il était là et il racontait, il témoignait après que le fait de lire une liste, c'est OK, on a lu une liste. Il dit là, j'ai vécu, j'ai imprimé dans mon corps cette liste d'animaux qui ont disparu. Il a dit, bah, en fait, ça a été une conversion pour moi de faire ça. Donc, voilà, donc moi, on peut faire tous les webinaires qu'on veut, mais moi, je ne fais que vous raconter des histoires, en fait, là, aujourd'hui. Enfin, je vous raconte la mienne, mais voilà, donc moi, du coup, j'ai pu vivre des choses très fortes là-bas, mais je peux que vous inviter à ça aussi, parce que du coup, ça m'a vraiment convaincue, quoi.